Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous pour cette 5e édition des conférences, du cycle de conférences des présentations des résultats et perspectives des sociétés cotées. Donc, je ne trouverai pas mieux que M. Snahaji pour pouvoir ouvrir le bal. Donc, je lui demande d'être parmi nous. Merci. Merci. Assalamu alaikum. Bienvenue à tous à la Bourse de Casablanca pour cette 5e édition qui se fait en collaboration avec la PSB, l'Association professionnelle des sociétés de bourse. Grâce à cette collaboration commune, c'est devenu un rendez-vous qui est très attendu et votre présence en témoigne, donc je vous remercie pour cela. Nous avons constaté sur les derniers mois ou sur la dernière année un regain important par rapport à la bourse, que ce soit au niveau des petits porteurs, plus de 30 000 sur les 2 dernières IPO, que ce soit au niveau de la liquidité, que ce soit au niveau de la performance des indices. Et la question, je pense qu'on se pose tous, c'est est-ce que cette tendance va se poursuivre? Et c'est ce que vous allez pouvoir nous expliquer. Donc je vous remercie et je vous félicite pour le choix des thématiques qui épousent parfaitement les questions qu'on se pose et cette nouvelle dynamique. Le potentiel économique versus la croissance réelle, à quand la transmission. Donc c'est une question qui est courageuse, qui est à la hauteur des ambitions non seulement de notre marché, mais bien celle de notre pays. Donc merci pour cette intervention. Et également l'analyse très pointue et très pertinente par rapport au secteur cimentier, qui est un indicateur important et fiable de la force de plusieurs secteurs connexes et structurants de notre pays. Donc je peux que remercier nos experts pour leur intervention et évidemment notre modérateur pour ce débat qui va être très riche et qui va être très instructif. Et je cède la parole à Sisrat, notre partenaire de la PSB. Et je vous remercie. Merci, c'est Tariq. Bonjour à tous. Je me joins à Tariq pour vous remercier d'être venu et pour vous souhaiter la bienvenue à cette 5e édition de cycle de conférences qui est organisée par la Bourse de Casablanca avec la PSB. Et bien entendu, je rends hommage aussi aux analystes qui font du bon travail pour éclairer notre lanterne et que nos décisions sur le marché soient de manière plus rationnelle. Voilà. Donc, avant de vous céder la parole, j'aimerais aussi remercier les sponsors NTSoft, SIX, ainsi que Bourse News. Et bien entendu, je pense que il y aura d'autres conférences durant les prochaines semaines. Donc, on vous souhaite la bienvenue et on vous souhaite une bonne conférence. Voilà. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Merci Madame Gnouni, Snahaji, Sisrat. Alors, à mon tour, quelques petits mots avant de démarrer. Il faut savoir que cette 5e conférence vient entériner un processus très intéressant qui a été lancé et qu'il faut encourager par l'APSB et la Bourse de Casablanca. C'était en pleine pandémie en 2020 et le marché se posait beaucoup de questions sur ce qui se passait, les éventualités, etc. Et cette initiative est venue rassurer, expliquer aux opérateurs les enjeux qu'il y avait à l'époque pendant la crise sanitaire. Et ce qui est intéressant, on en parlait tout à l'heure, c'est que la majorité des analystes qui ont pris la parole à l'époque avaient parlé d'opportunités et pas de risques, alors qu'on était en pleine crise. Et force est de constater que l'avenir leur a donné raison. La Bourse de Casablanca s'est très bien comportée, a montré une certaine résilience et les indices sont beaucoup plus hauts que ce qu'ils étaient en 2020. Et les analystes l'avaient bien vu sur plusieurs secteurs. Donc on vous lance encore une fois le défi aujourd'hui, mais également lors des prochaines conférences qui auront lieu
en webinaire cette fois-ci. Les dates sont présentes sur les réseaux sociaux de la PSB, de la Bourse de Casablanca. Donc vous pouvez retrouver les dates des prochaines conférences qui auront lieu en webinaire, qui sont publiques, et donc auxquelles on vous convie dès maintenant pour y prendre part. Alors pour cette première conférence, et ça a été dit tout à l'heure, on va beaucoup parler de macro, on va beaucoup parler des enjeux économiques des années futures. Beaucoup de chiffres ont été annoncés ces derniers mois, notamment avec l'organisation de la Coupe du Monde. Et on va voir de quelle manière tout cela se transmet ou se transmettrait à l'économie réelle. Et puis dans un second temps, on va parler d'un secteur qui est très lié à tout cela. Le secteur cimentier, il est lié à tout cela de par sa capitalisation boursière qui est importante à la Bourse de Casablanca, mais également pour son rôle structurant dans les différents chantiers du royaume. Donc sans plus tarder, je vous présente nos deux intervenants du jour. Alors Madame Dounia Filali, qui est directrice Equity et Market au sein de BMCE Capital Global Research, qui nous parlera donc de la macro, et Monsieur Noufel Aourar, qui est responsable analyse et recherche chez MSIN. Alors pour gagner du temps et être efficace, je vous demande de les applaudir tous les deux en même temps avant qu'on puisse démarrer. Merci à vous. Dounia, à vous la parole. Donc, bonjour à tous, donc, je suis ravie à nouveau d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter BKGR à ce rendez-vous annuel. Pour vous parler d'une problématique qui me semble d'actualité et qui est finalement celle du momentum, de la transmission potentielle de la croissance vers une croissance réelle et tangible de notre économie. Alors, ce qu'il faut savoir, et comme on le sait tous, c'est que l'économie marocaine se trouve aujourd'hui à un carrefour majeur de son histoire, avec une profusion de projets, plein de chantiers en cours de lancement et dans la perspective d'échéances, mais réellement importantes pour le Maroc. Mais avant d'aborder ce sujet, j'aimerais tout d'abord brosser un état des lieux de l'économie. Première des choses, après plusieurs crises successives, Covid, hyperinflation, stress hydrique, etc., 2024 est pour le Maroc et pour l'ensemble des économies mondiales une année qu'on pourrait considérer comme une année de ballottage à première vue favorable qui nous permettrait quelque part de basculer à nouveau vers la normalité. Alors, en termes de croissance, le Maroc devrait clôturer l'année entre 2,1% et 3,5% selon les différents organismes, comme vous pouvez le voir sur la slide, avec 2,9% pour le HCP, 3,4% pour le gouvernement ou encore 3,1% pour le FMI. Alors, ces derniers ont, en termes de croissance, comme on le voit, c'est quand même un ralentissement clair qui va être marqué entre l'année dernière et cette année. Ces dernières, dont la majorité justement de ces organismes, ont d'ailleurs majoritairement revu à la baisse ces perspectives de croissance pour la simple raison qu'on a eu effectivement des conditions pluviométriques on ne peut plus défavorables qui ont quelque part induit une campagne agricole qu'on peut d'ores et déjà qualifier de médiocre. On est sur des perspectives ou des projections de 27 millions de quintaux, sachant que juste pour une ordre d'idée, l'année dernière, qu'on considérait déjà moyenne, était à 50-55 millions de quintaux. Sachant encore que l'année normative était jusqu'à là considérée à 72 millions de quintaux. Alors, en dépit de cet essoufflement de la croissance du PIB, effectivement, ce PIB se situe quand même dans la moyenne des 10 dernières années, qui se situe entre 2 et 3%. Donc globalement, effectivement, c'est une année de ralentissement, c'est une année d'essoufflement, mais on se situe quand même dans une moyenne qui est quand même convenable. Alors, pour ce qui est du deuxième sujet brûlant de ces dernières années, c'est bien sûr l'inflation. Donc heureusement, on commence à ressentir et on commence à sentir le ralentissement des pressions inflationnistes sous l'effet, premièrement, d'une politique monétaire restrictive entamée au Maroc en septembre 2022, du repli des cours de l'inflation à l'international, qui devrait réduire quelque part la part de l'inflation importée sur notre propre économie, et finalement un retour à la normale, je mets bien les guillemets, à la normale des cours des hydrocarbures, vu que ces dernières années, ils sont tous sauf normales. Au vu de cette situation globalement favorable, on peut quand même s'attendre à une forte probabilité, lors du prochain Conseil de Banque Maghreb, d'un statu quo. Ce sera le 5e statu quo consécutif, et très certainement, d'ici la fin de l'année, un début de détente des taux, à l'instar de ce qui se pourrait se faire à l'international, à l'instar de ce qui se pourrait se faire au niveau des principales banques mondiales. En termes de finances publiques,
il est globalement sous contrôle. On est sur une stabilisation du déficit public en 2024 selon la Banque centrale, aux alentours de moins 4,4%, pour plusieurs raisons. Renforcement des rentrées fiscales, on était sur une période inflationniste qui est tout à fait normale. On a quand même un resserrement du filet fiscal qui permet de renforcer également les recettes, mais on a également d'un autre côté un repli des dépenses de compensation. Alors il faut savoir que même l'opérationnalisation des filets sociaux, on parle des aides sociales au logement, on parle également des aides sociales directes, ne devrait pas, en tout cas selon ces projections, impacter outre mesure le budget de l'État, en tout cas pour le moment, et devrait en partie être compensé par la décompensation partielle, bien évidemment, du gaz butal qui a été annoncé courant mai 2024. Finalement, en termes de signature, l'amélioration de la notation du Maroc, donc de la perspective qui est passée de stable à positif, et en maintenant une notation BB+ pour le Maroc. Donc globalement, en termes de finances publiques, ça se passe relativement bien. On le voit d'ailleurs au niveau ne serait-ce que sur le marché des bons du Trésor et des placements du Trésor depuis le début de l'année, on sent une certaine aisance du Trésor, on sent un certain confort du Trésor par rapport à ça, ce qui a quelque part marqué les taux à la baisse. Alors en termes de déficit commercial, on est sur à peu près moins 20% du PIB. On a une baisse des importations à fin mars 2024, due encore une fois à l'allègement de la facture énergétique. On a une très bonne tenue des exportations, on en parlera un peu plus tard, d'ailleurs au niveau de la présentation. On a également un maintien des réserves de change à des niveaux confortables, on est aux alentours de 360 milliards, et qui est dû bien évidemment à la bonne tenue des exportations, mais également à la très belle embellie qu'on a connue en termes touristiques cette année 2023 et cette année 2024, qui nous a permis de consolider un peu nos réserves de change, et bien sûr les transferts de nos chers MRE qui continuent d'affluer vers le Maroc. Donc finalement, un dernier petit point, c'est effectivement un point qui peut blesser, c'est le taux de chômage. Il était à 13% en 2023, il monte à 13,57% au T1 2024, dû principalement à la destruction de 159 000 emplois agricoles, dû bien évidemment à la mauvaise campagne agricole, au déficit, etc. Donc globalement, c'est ça. Donc, mais au final, après, en faisant le bilan de façon générale, on se rend compte assez facilement que malgré tout ça, en dépit de toutes ces zones de risque, on peut que saluer la résilience effective du Maroc, qui a pu, mais accuser coup après coup, contre-coup après contre-coup, tout ce qui est arrivé à notre économie ces dernières années. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà, des fondamentaux qui s'avèrent être solides, mais également grâce à l'ensemble des plans et à la volonté gouvernementale qui a réussi à transformer de façon structurelle notre économie, la faisant passer d'une économie à faible valeur ajoutée à une économie clairement tournée vers l'export et qui commence à être un acteur quand même majeur, en tout cas du continent. On le voit clairement, ne serait-ce qu'en termes de PIB. Notre PIB est passé de 421 milliards en 2000 à 1 370 milliards en 2023. C'est un taux de croissance qui avoisine les 4 à 6% sur les 20 dernières années. On peut aller partir un peu plus loin, les exportations de biens, et c'est là où c'est extrêmement marquant, c'est qu'on est passé de 74 milliards à presque 429 milliards. Ça a été multiplié par 6. En dehors de ça, la qualité de nos exportations. On est passé de 34% qui était orienté vers le textile, des phosphates et dérivés de base, c'était plutôt de la roche que de la transformation, et des produits de la mer à, en 2023, et je suis fière de le dire, à une industrie automobile qui occupe le premier rang du classement des exportations, bien avant celui du phosphate et des dérivés, sans parler de l'industrie aéronautique, sans parler de l'agro-industrie qui s'est développée. Et pour les phosphates et dérivés, on n'est plus sur de l'industrie de base, on est sur une industrie de transformation qui nous permet justement d'augmenter très clairement notre valeur ajoutée. Tout ça pour dire que finalement, nos plans d'émergence, le plan d'émergence industrielle, la volonté gouvernementale avec le plan également d'accélération industrielle, finalement, ils ont porté leurs fruits, ils ont été là, et les chiffres, on les voit immédiatement ici, sur cette slide. C'est qu'effectivement, l'ensemble des plans qui ont été déployés, ne serait-ce que sur le plan industriel, finalement, ont porté leurs fruits 20 ans après. En termes d'exportation de services, pareil, on était sur 32 milliards. On arrive à 260 milliards grâce à l'offshoring qui est monté en puissance, grâce justement au fait que le Maroc, et à ces politiques gouvernementales qui ont été fortement critiquées, ont finalement réussi à faire ce qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire faire émerger le Maroc.
En termes de recettes voyage, encore une fois, je vais parler d'un point qui peut blesser, un point, on va dire un bas qui blesse, c'est qu'effectivement, tous les plans touristiques dont on a parlé, qu'on a très souvent critiqués, le plan Azur notamment, n'a peut-être pas atteint les ambitions qu'il a annoncées, mais il a réussi quand même à faire passer le nombre et la capacité litière de 80 000 lits à presque 300 000 lits, à faire passer les 4,5 millions de touristes à presque 14,5 millions de touristes, et des touristes de qualité. C'est une destination, le Maroc est devenu une destination phare, est devenu une destination connue, est devenu une destination incontournable. Donc, malgré peut-être les petites failles, peut-être les échecs, et c'est normal dans le parcours qu'on ait des échecs, on a effectivement des stations qui n'ont pas porté leurs fruits, mais on a également des succès. Je parle de Tarazout qui est devenue une destination incontournable au Maroc et qui finalement a porté ses fruits. Et finalement, en termes de recettes voyage, c'était 22 milliards. On est actuellement à 105 milliards de recettes voyage. Finalement, les promesses ont été globalement tenues et ne devraient que continuer à être tenues. Si on voit la feuille de route 2023-2030, on est censé atteindre les 400 000 lits, les 26 millions de touristes, avec une Coupe du Monde qui arrive. Je ne peux pas passer à la suite sans parler bien sûr du mapping des risques et des opportunités. Parce que par rapport à tout ce que je viens de dire, on a quand même des opportunités qui devraient se présenter, qui devraient peut-être booster la croissance, mais il y a également des risques auxquels il faudrait faire attention. Pour les opportunités, on a effectivement l'importante dynamique d'investissement. Il y a pas mal de choses dedans. L'organisation de la CAN en 2025, de la Coupe du Monde en 2030, on la met en premier parce qu'effectivement, c'est la plus importante. Mais les différents programmes de soutien lancés par les autorités publiques qui devraient relancer le secteur immobilier. On a également les conventions signées avec les Émirats arabes unis, qui concernent également l'industrie. Et finalement, le déploiement de la nouvelle charte d'investissement qui devrait permettre de financer, ou en tout cas de participer à financer tout cela. On a la reprise de la demande interne, avec l'atténuation des pressions inflationnistes, le renforcement du pouvoir d'achat des plus démunis, l'augmentation de l'ensemble des entités économiques qui devraient être drivées par cette dynamique économique qui devrait être insufflée au niveau du Maroc. Et finalement, l'amélioration de la demande étrangère adressée au Maroc, avec l'amélioration de la situation économique de nos principaux partenaires, le renforcement des échanges, avec la signature de partenariats de libre-échange, je parle du CELCA, ce n'est que le dernier, l'upgrade et la diversification de l'offre marocaine destinée à l'export qui devrait continuer à se poursuivre, encore une fois, avec les nouveaux métiers, et finalement, l'amélioration de la compétitivité des produits nationaux. De l'autre côté, on va parler justement des points négatifs, les facteurs endogènes qui sont dus à nous, qui sont internes, et les facteurs exogènes. Première de choses, la persistance du stress hydrique, mais au moins, les autorités en ont conscience, on en a tous conscience, et des plans ont été mis en place pour pouvoir limiter leur impact. Donc effectivement, les impacts qu'il pourrait y avoir, parce qu'il faut en parler, on a la forte dégradation du PIB agricole, avec un possible essoufflement de la dynamique économique, et également une augmentation de taux de chômage qui pourrait induire une exode rurale vers les villes. Et finalement, le risque de reprise de l'inflation, on ne connaît pas l'effet réel de la décompensation partielle du gaz butane, qui n'est que le premier jalon des prochains jalons qui arrivent en termes de décompensation. Mais également une mauvaise, entre guillemets, négociation du virage de l'assouplissement monétaire, parce que comme vous le savez, si on assouplit trop vite, on risque de faire repartir l'inflation. Si on assouplit trop tard, on risque d'asphyxier et finalement la croissance. Donc tout ça, c'est vraiment un risque qui est à prendre en considération. À l'étranger, c'est des facteurs exogènes qui, cette fois-ci, impactent l'ensemble de l'économie mondiale, l'intensification des tensions géopolitiques. On a déjà eu l'Ukraine, on a le Proche-Orient. Ça ne s'est toujours pas réglé, ça peut relancer une nouvelle flambée des prix à l'international, ça peut perturber encore les chaînes d'approvisionnement et continuer à nous causer des problèmes. Le risque relatif au choix du timing, encore une fois, des politiques monétaires. Comme les banques centrales, comme nous sommes justement exposés à ce risque, les banques centrales étrangères le sont également. Et finalement, la faible reprise de l'économie chinoise, comme on le sait tous, si la Chine va mal, c'est l'économie mondiale qui risque de tomber malade. Donc effectivement, c'est un point auquel il faut également faire attention. Alors, là je vais arriver justement à une des slides et quelque part au cœur de notre discussion, c'est les activations des moteurs de la croissance. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est comme on l'a déjà fait par le passé, la volonté gouvernementale
et le nombre devrait également participer justement à mettre en place cette nouvelle dynamique économique. On a une initiation de profondes réformes administratives, juridiques et économiques afin de soutenir la croissance harmonieuse. On a la suite des plans dont je vous ai déjà parlé, qui arrive également. Alors, dans le cas de la volonté gouvernementale, je vais prendre juste un seul exemple qui est assez parlant, celui, encore une fois, de la charte d'investissement. La charte d'investissement devrait permettre, en tout cas la nouvelle charte qui a été justement dévoilée la semaine dernière, excusez-moi, l'année dernière, devrait permettre de stimuler quelque part l'investissement privé et le porter à une proportion de 60% contre 30% actuellement. Mais en dehors de la quantité d'investissement, c'est aussi qu'elle va permettre de diriger l'investissement vers les métiers et vers les métiers, quelque part, aligner les investissements avec la vision globale des pouvoirs publics. Et ça va également permettre, quelque part, de désenclaver des régions qui, jusqu'à là, étaient oubliées. Ça va nous permettre d'avoir une croissance qui est harmonieuse, ça va nous permettre d'avoir une croissance qui est pérenne de l'économie nationale. Le deuxième point, c'est celui des filets sociaux, destinés aux populations les plus défavorisées pour un développement qui est plus inclusif, parce que sans développement inclusif, il n'y a pas de développement périn. Il faut absolument intégrer dès le départ l'ensemble de la population dans cette dynamique dans laquelle justement le Maroc compte s'embarquer et qui pourrait quelque part nous propulser. Et finalement, les projets d'envergure. On a un pool incroyable de projets qui sont en train justement d'être lancés et qui devraient impulser cette nouvelle dynamique économique. Tout ça englobé par un nouveau modèle de développement qui serait un peu la vision et qui devrait assurer la transition vers une économie marocaine 3.0 comme on a effectué déjà la première transition. Et quelque part, faire passer la croissance moyenne de 3% en 2010 à 6% à horizon 2023. C'est quelque part passer à un nouveau strate de développement, casser le plafond de verre des 3% pour aller vers le niveau supérieur qui est celui des 6% et qui est celui que le Maroc mérite et que le Maroc peut atteindre. On va en parler justement de ces projets d'envergure. On va faire un petit focus sur ces projets d'envergure. Ils sont basés, ces projets d'envergure, sur un socle qui sont constitués de plein de chantiers. Donc la Coupe du Monde, le plan de reconstruction, le plan de stress hydrique, le nouveau modèle de développement, etc. La Coupe du Monde, on va la prendre parce que c'est la première, c'est la plus importante, c'est celle dont on parle le plus. Mais finalement, la Coupe du Monde, au final, ce n'est qu'un catalyseur de projets déjà identifiés. À part la construction des stades et la construction des infrastructures sportives qui sont effectivement dédiées directement à l'organisation de l'événement, l'ensemble des infrastructures de transport et logistique devaient être développées afin de soutenir notre vision cible du Maroc. La deuxième des choses, c'est les infrastructures touristiques. Les infrastructures touristiques, encore une fois, devaient être étendues. Ils devaient être upgradés dans le cadre du plan et de la vision touristique. On va juste mettre un jalon, on va juste mettre une date qu'on ne pourra pas décaler et qui va nous permettre d'accélérer justement ces chantiers pour être prêts pour 2030. Si on parle encore une fois, cette fois-ci, du plan de reconstruction, c'est un autre des catalyseurs. Et encore une fois, c'est l'une des forces du Maroc. Le Maroc a réussi à transformer un des plus gros drames qu'on a connus en catalyseur de croissance, en lançant le nouveau plan de reconstruction qui va permettre de désenclaver, qui va permettre de développer les régions qui ont été atteintes par le séisme. Si on parle du plan de stress hydrique, encore une fois, une problématique extrêmement importante qui va nous permettre justement de mettre en place des protections, qui va nous mettre en place des moyens pour être plus résilients à ces aléas climatiques, et on ne se le cache pas. C'est des aléas climatiques qui concernent l'ensemble de la planète, pas juste nous. Ça va nous permettre de mettre en place des barrages, des autoroutes de l'eau, mais également des moyens alternatifs avec les stations de dessalement. Et enfin, finalement, les infrastructures logistiques. Et là, encore une fois, quand je parle des ports, les Dakhla Atlantique, les Nador West Med ne sont au final qu'une consolidation et une suite logique du positionnement que le Maroc a voulu adopter en initiant à la base Tanger Med, c'est-à-dire devenir un hub maritime majeur, en tout cas au niveau de la Méditerranée. Tous ces projets sociaux vont devoir coûter
selon nos estimations, entre 100 et 150 milliards de dollars. 100 à 150 milliards de dollars. Juste pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du PIB marocain. C'est l'équivalent du PIB marocain qui va être injecté en investissement au niveau de l'économie sur 5 ans. C'est énorme. C'est juste pour vous donner un ordre de grandeur de ce qui nous attend, de la belle vague qui nous attend et qu'on se doit de prendre. Donc la question logique à ça, c'est comment on va réussir à le financer. C'est une excellente question, effectivement. On se demande si ça ne risque pas de peser sur le budget et sur le déficit, sur le trésor de façon générale. Donc effectivement, tout ce qui est infrastructure sociale va être financé sur le budget de l'État. Mais l'État devrait, a priori, d'après ce qu'on a réussi à déduire, essayer de financer le reste, on va dire, entre guillemets, hors budget, en utilisant les coopérations internationales, en utilisant le financement privé grâce à la charte d'investissement, mais également en utilisant des financements innovants. Je donne le cas des stades avec la CDG. Globalement, pour le mot de la fin, et j'arrive à la fin, c'est pour vous dire que si l'économie marocaine était un avion, on va dire que les plans et la volonté gouvernementale, ainsi que le welfare, serait le fuselage. On pourrait dire que le nouveau modèle de développement serait le cockpit. Et finalement, l'ensemble de ces projets seraient les moteurs à réaction qui nous permettraient de propulser le Maroc du 3% actuel au 6% à horizon 2030-2035. Voilà, merci de votre attention. Bravo, on vous sent très engagé, on vous sent très confiante et ça s'est bien diffusé dans la salle. Et je pense que c'est un très bon commentaire, effectivement, tout le monde voudrait être dans cet avion. Sinofel, on a parlé de beaucoup de projets d'envergure. On parlera tout à l'heure de leur financement, mais vous allez nous parler de leur construction. Allez-y, la parole est à vous. Merci, c'est Adil. Bonjour tout le monde. Alors, c'est un immense honneur pour moi aujourd'hui de participer à cette 5e édition du cycle de conférences organisée par la Bourse de Casablanca et la PSB et de présenter devant vous un sujet intitulé le secteur cimentier, les deux valeurs cotées, notamment Lafarge-Holcim et Ciment du Maroc. Donc, comme il a dit Mme Dounia tout à l'heure, que le Maroc il a lancé récemment plusieurs projets d'investissement dans l'infrastructure sportive, hôtelière, touristique, hydraulique, etc. Il sera, normalement, devrait jouer en faveur de secteur BTP en général et secteur cimentier en particulier. Ce secteur qui fera l'objet de notre présentation d'aujourd'hui, je commence la présentation alors par le plan. Le plan se compose de 3 éléments. On va présenter au début une analyse du secteur cimentier, ses principaux indicateurs, et par la suite on va présenter la société Lafarge-Holcim, ses réalisations financières, ses perspectives futures, et on va vous donner notre avis sur la valeur. Et on va faire la même chose pour la valeur ciment du Maroc. Alors, comme vous savez tous que la consommation du ciment est le principal indicateur de mesure de performance du secteur cimentier. Et les ventes de ciment durant les 20 dernières années ont été caractérisées par 2 phases. La première phase, qui commence de 2004 à 2011, c'était durant laquelle les ventes de ciment ont enregistré un taux de croissance annuelle moyenne de plus 7,5%. Et durant cette phase qui a été tirée par la reprise en fait, de la croissance économique durant la période 2004-2007, où c'est le secteur immobilier qui a été marqué par la bonne dynamique du segment social et plusieurs d'autres explications. La deuxième phase, c'était la phase qui commence de 2012 à 2023, durant laquelle les ventes de ciment ont enregistré une baisse en moyenne de moins 1,9%. Cela s'explique par la baisse des ventes du secteur immobilier, notamment dans le secteur, le segment social, qui était comme locomotive du secteur immobilier, le ralentissement de la croissance économique durant la deuxième phase, et on sait d'autres éléments exogènes comme le printemps arabe, etc. Et durant les 2 dernières années, on a quand même remarqué une reprise d'activité sur le secteur cimentier à partir du mois de mai.
une reprise qui est tirée par plusieurs éléments, comme elle a cité Mme Dounia tout à l'heure, notamment l'attribution de l'organisation de la Coupe d'Afrique 2025 et aussi l'organisation de la Coupe du Monde 2030, la construction de plusieurs projets dans l'infrastructure sportive et touristique. Et on prévoit pour les 5 prochaines années une continuité de la tendance qui a été entamée depuis le mois de mai 2023. Et on prévoit un taux de croissance annuel moyen de plus 4,8%. Donc les ventes de ciment devraient passer de 12,5 millions de tonnes à 15,8 millions de tonnes en 2028. S'agissant du coût de l'énergie, alors le pit-coke et l'électricité sont deux facteurs qui représentent un poids important dans les coûts variables de production de ciment et de clinker. Le pit-coke, leur évolution est dépendante, il est lié de l'évolution du prix du pétrole, et l'évolution du pit-coke durant les 2 dernières années, elle a été marquée par une hausse très significative à cause de la crise inflationniste. Récemment, on a commencé à ressentir une baisse du prix du pétrole. Avec la baisse du prix, on a quand même ressenti une baisse du prix du pit-coke, on est avec la baisse du prix du pétrole, et on prévoit une stagnation du prix durant les 5 prochaines années. On passe maintenant à la présentation des deux valeurs. On commence par la valeur Lafarge-Holcim, c'est la plus grande société cotée dans le secteur, avec une capitalisation boursière de 46,9 milliards de dirhams. La société dispose de 7 cimenteries et 3 centres de brouillage, avec une capacité de production de 13,5 millions de tonnes. La société a affiché en 2023 une croissance de plus 2,8% de chiffre d'affaires. Cela s'explique principalement par l'augmentation des exportations de clinker vers les pays africains, avec aussi une hausse de 3,2% de résultats d'exploitation pour s'établir à 2,6 milliards de dirhams. S'explique aussi par une hausse du chiffre d'affaires et aussi une optimisation du coût de production. Et le RMPG, de son côté, s'établit à 1,5 milliard de dirhams, en hausse de 11,2%, grâce à l'évolution favorable des résultats d'exploitation et aussi à la révision en 2022 de la base d'impôt différé suite à la hausse progressive de l'IS qui a été annoncée dans la loi de finances 2023. S'agissant du dividende, le conseil d'administration de Lafarge-Holcim propose un dividende de 66 dirhams, stable par rapport à l'année dernière, soit un payout d'à peu près 100%, et un rendement de 3,3% par rapport au cours d'hier. Notre avis sur la valeur, en fait, après la reprise d'activité constatée, il y avait une petite reprise d'activité en 2021 après l'année de Covid, le secteur de construction s'est retrouvé en 2022 et en 2023 face à une conjoncture économique difficile marquée par la hausse des prix des matières premières et de l'énergie ainsi que des difficultés d'approvisionnement qui ont généré des décalages de certains projets. Ces éléments expliquent la baisse de moins 10,6% et la quasi-stagnation des ventes de ciment au Maroc, respectivement en 2022 et en 2023. Et malgré ce contexte économique qui était quand même difficile, l'activité de Lafarge-Holcim a affiché une croissance de 2,8% en 2023 et qui devrait s'accélérer dès 2024, au lien avec l'amélioration de la conjoncture économique, bien sûr, durant les années prochaines. Et pour cette raison, on prévoit un taux de croissance annuel moyenne de plus 7,1% de son chiffre d'affaires sur la période 2024-2028. Cette évolution s'explique par plusieurs programmes qui ont été lancés par le Royaume, notamment le programme de reconstruction sur 5 ans des régions sinistrées par le séisme Al-Hawz, le développement des infrastructures routières, hôtelières, sportives, etc., au lien avec l'organisation de la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030, la reprise constatée récemment du secteur immobilier suite au lancement d'un nouveau programme d'aide au logement qui s'étalera sur une période de 4 ans, de 2024-2028, la mise en service de la nouvelle cimenterie à Agadir Sousse, d'une capacité de production de 1,6% qui a augmenté la capacité de production de Lafarge-Holcim. Et cette cimenterie permettrait au groupe de poursuivre son développement dans les régions sud du Maroc.
Alors, le développement de l'exportation du clinker et du ciment en Afrique de l'Ouest et en Amérique du Sud à travers la filiale LHM Afrique. Et le dernier point, c'est le positionnement affirmé sur les grands chantiers d'infrastructure, notamment les ports, les parcs éoliens, la construction des grands barrages, les autoroutes entre les barrages, l'interconnexion des bassins, la construction des routes à CFC, la voie express Tiznit-Dakhla, etc. Parallèlement à la croissance du chiffre d'affaires et à la croissance aussi du résultat d'exploitation, on prévoit une croissance du résultat net par du groupe de LHM. Cette croissance sera tirée par la croissance de l'activité. Notons que le RMPG de la société devrait être impacté durant les prochaines années par la hausse de l'impôt sur les sociétés à 35% de manière progressive sur une période de 4 ans et aussi le maintien de la contribution sociale de solidarité jusqu'en 2025. Au niveau de distribution de dividendes, alors depuis 2019 et à l'exception de 2019 et 2020, le dividende ordinaire distribué par Lafarge Holcim reste stable à 66 dirhams par action. Et pour les années prochaines, on prévoit un dividende de 70 à partir de 2024 et en 2025 aussi, qui devrait rester stable, et un dividende de 80 dirhams en 2026. Pour le dividende moyen durant les 5 prochaines années, on prévoit un dividende moyen par action de 82 dirhams par action. Et pour le taux de croissance des dividendes, on prévoit un taux de croissance de plus 8,3% en lien avec la croissance de RMPG de la société. Notons que Lafarge Holcim affiche un payout de 84,7% durant la période historique et un rendement de 3,3% en moyenne durant la période 2009-2023. Notre avis sur la valeur ou bien notre recommandation, on recommande de conserver le titre dans les portefeuilles avec un cours cible de 2171, soit un potentiel de hausse de plus 8,55%. Cela est calculé à partir d'une valorisation par la méthode DCF avec un CMPC de 8,2% calculé sur la base d'un bêta 1,4 et un taux sans risque de 3,7%. Et sachant que l'entreprise elle représente quand même un risque avec un taux d'endettement qui est de 43,7%. Pour la deuxième valeur, qui est la valeur ciment du Maroc. C'est la deuxième capitalisation boursière du secteur, avec une capitalisation de 26,7 milliards de dirhams. La société dispose de 3 cimentières intégrées à Itbaha, à Asfi et une autre à Marrakech, et 4 centres de brouillage, avec une capacité de production globale de 6,9 millions de tonnes. La société Ciment du Maroc a affiché au titre de l'exercice 2023, un chiffre d'affaires de plus 6,5%, qui est passé de 4 milliards à 4,33 milliards. Et pour sa part, le résultat d'exploitation s'élève à 1,4 milliard, en hausse de 7,6% durant l'année 2023. S'agissant de RMPG, il était en hausse de plus 7,2%, passant de 905 à 970 dirhams. 70 millions de dirhams. Au niveau du dividende, le conseil d'administration de Ciment du Maroc a proposé un dividende de 60 dirhams par action. Il est aussi stable par rapport à l'année dernière, et soit un payout de 89,3% et un rendement aussi de 3,3%. Notre avis sur la valeur Ciment du Maroc, en fait, après 2 années qui ont été difficiles, l'année 2022-2023, impactées par la crise inflationniste, on prévoit que Ciment du Maroc va se retrouver en 2024 face à un contexte économique moins difficile, marqué par l'atténuation du prix ayant affecté les combustibles et des matières premières ainsi que le transport. Et dans ce sillage, l'activité de Ciment du Maroc devrait poursuivre son amélioration à un rythme légèrement plus soutenu. Pour cette raison, on prévoit un taux de croissance annuelle moyenne de plus 4,9% de son chiffre d'affaires sur la période 2024-2028, et cela sera expliqué par presque les mêmes explications qui ont été citées dans la valeur Lafarge Holcim, le programme de reconstruction des régions sinistrées, le développement des infrastructures en lien avec l'organisation de la Coupe du Monde et la CAN, la reprise du secteur immobilier à partir de l'année 2024. Il y a aussi l'unité de brouillage de clinker à Nador qui devrait renforcer l'élargissement du dispositif de groupe dans la région du Nord.
L'essor de l'activité export de clinker devrait générer de nouveaux relais de croissance pour le groupe. Le positionnement du groupe dans la région du Sud afin de profiter d'un potentiel qu'il offre. Le développement de l'activité de granulats en lien avec l'extension des principales carrières de granulats à Ben Slimane et Ouled Apo et à la remise à niveau de la carrière Etbaha et la station de concassage à Ouetsous. Et pour le RMPG, aussi va suivre la même tendance avec une croissance de plus 7,3% en moyenne et aussi le résultat net part du groupe de Ciments du Maroc devrait être impacté durant les prochaines années par la hausse de l'impôt à 35% et aussi la contribution sociale maintenue jusqu'en 2025. S'agissant de la distribution de dividendes, Ciments du Maroc a affiché un payout moyen qui dépasse les 100%, un payout de 107% et un rendement moyen aux alentours de 5,3%. C'est une valeur qui est considérée une valeur de rendement ou qui offre aussi des potentiels de croissance importants. Dans ce silage, nous tablons sur la période 2024-2028 sur un dividende ordinaire moyen de 86 dirhams par action, soit un TCAM de 11,6%. Et pour l'année 2024, on prévoit un dividende de 65 dirhams en hausse de 5 dirhams par rapport au dernier dividende proposé en 2023 au titre de l'exercice 2023. Et on prévoit 80 dirhams pour l'année 2025 et 90 dirhams pour l'année 2026. Et un niveau de payout moyen qui est entre 90 et 95%. Pour la valorisation, en fait, on recommande aussi de conserver le titre Ciments du Maroc dans les portefeuilles avec un cours cible de 1954 dirhams, soit un potentiel de hausse de plus 6,52%. Et cela est fait sur la base d'un CMPC de 8,6%, calculé sur la base d'un bêta de 1,1. Notons que Ciments du Maroc, c'est une société qui affiche une structure bilancielle solide avec un endettement nul. Plus que ça, il a quand même un fonds de roulement qui est très positif. Ma présentation touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et on est là pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci. Merci beaucoup pour vos deux présentations. Madame, Monsieur, alors la parole est à la salle si vous avez des questions, des commentaires. Nos chers analystes sont là pour y répondre. Alors, en attendant la première question qui est souvent la plus difficile, je vais passer à la deuxième directement. Dounia Filali, vous avez parlé d'un chiffre qui peut faire peur à quelques gérants obligataires que je vois dans la salle. J'ai noté le chiffre, 100 à 150 milliards de dollars d'investissement d'ici la Coupe du Monde. Selon vous, est-ce que cela ne peut pas avoir des impacts sur le marché obligataire et créer des tensions sur les taux obligataires? Effectivement, c'est un chiffre qui peut faire peur, mais n'oubliez pas que c'est un chiffre qui, au final, n'est pas entièrement porté, loin de là, par le Trésor. On a les financements privés, on a la coopération internationale, on a également tout ce qui est financement innovant. C'est également un chiffre qui est étalé sur une période qui est relativement longue, d'à peu près 5 ans. Donc effectivement, ça pourrait risquer un peu d'impacter le déficit budgétaire en l'augmentant de quelques points, mais ça ne devrait pas pour autant déstabiliser le marché obligataire. En tout cas, c'est notre avis pour le moment. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je reprends la première. Allez-y. Qu'en est-il de l'inflation? Un rythme de croissance qui va passer à 6%. On va un petit peu ce qu'on dit par rapport au financement, mais par rapport à l'inflation, sur l'inflation sur l'horizon 2030. L'horizon 2035. Alors déjà, si on a réussi à passer le cap des 3 dernières années, on a eu une hyperinflation généralisée, tant au niveau du Maroc qu'à l'international avec l'inflation importée, les risques géopolitiques majeurs, etc. Je pense qu'on devrait relativement bien s'en sortir. En tout cas, on ne devrait pas revenir au niveau qu'on a constaté actuellement. Il risque effectivement d'y avoir peut-être une reprise d'inflation dans le cas où la décompensation
partielle affecte davantage que prévu effectivement les prix, mais ça devrait finir par s'estomper comme on l'a vu lors des précédentes décompensations de façon générale. Après, le deuxième risque, effectivement, c'est un risque qui est général, c'est les risques géopolitiques et les risques qu'il pourrait y avoir sur les matières premières. Encore une fois, c'est un risque qui est là, dont on est conscient, mais le Maroc a su faire preuve d'une résilience qui est quand même remarquable, même d'une résilience qui peut même s'apparenter à être supérieure à celle des pays les plus développés. Donc encore une fois, effectivement, risque il y a, mais risque on a déjà suggéré. On a une question derrière, si vous permettez. Je peux parler fort. Ouais, très bien. C'est quand même certaines nouvelles tribunes, donc j'aurais une première question déjà pour commencer. Vous avez beaucoup parlé, à raison, j'imagine, de la Coupe du Monde, qui est quand même un catalyseur, comme vous avez dit, de tout ce qui va être développé comme projet au Maroc jusqu'à 2030. Mais la vision dont vous avez parlé au début, ça va jusqu'à 2035 pour avoir les 6%. Est-ce que vous n'avez pas la crainte que justement, une fois que l'événement est passé, il y a un essoufflement au niveau de l'investissement des projets et tout qui pénalise un peu l'économie marocaine sur les 5 années suivantes, justement? Alors, ce qu'il y a de contre-intuitif par rapport à ça, on a fait quand même une petite étude de notre côté et on s'est rendu compte que dans les précédentes Coupes du Monde, de façon générale, le boost de croissance a lieu après la Coupe du Monde, plus qu'avant la Coupe du Monde. Pour la simple raison que, quelque part, la Coupe du Monde est un catalyseur de croissance dans le sens où elle met en place toutes les infrastructures, mais juste plus rapidement. Elle insuffle le dynamisme dont on a plus besoin, mais juste plus rapidement. Et ça donne quelque part une certaine aura, une certaine portée internationale. Et ça dit quelque part au monde, oui, le Maroc est capable de co-organiser, parce qu'on parle effectivement de co-organisation, mais oui, le Maroc est capable d'organiser ou de co-organiser des événements de cette taille. Et donc, quelque part, effectivement, pour nous, le risque que ça s'affaiblisse plus tard est moins que celui que ça démarre bien au début. On va dire ça un peu plus comme ça. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors peut-être pour vous, Naoufel Aourar, une autre question. On a l'habitude historiquement de considérer un peu les valeurs cimentières comme des valeurs refuges, des valeurs défensives. Vous l'avez expliqué tout à l'heure, des bilans solides, etc., sur lesquels on va aller se réfugier un peu quand ça va mal. Aujourd'hui, avec toutes ces perspectives-là, est-ce qu'il faut changer de fusil d'épaule et les considérer un peu plus comme des valeurs de croissance et être un peu plus à l'offensive sur ce secteur? Alors, en fait, pour les deux valeurs, elles étaient considérées depuis toujours comme des valeurs défensives, parce que ce sont des grosses capitalisations, ce sont des valeurs qui ne fluctuent pas beaucoup, ces valeurs qui offrent un rendement intéressant avec une structure bilancielle qui est solide. Actuellement, on garde toujours ça, avec des potentiels de croissance aussi importants pour les deux valeurs, en lien avec le développement du Maroc, avec les projets qui sont lancés. Donc on peut considérer les deux valeurs comme des valeurs défensives et aussi de croissance à la fois. Donc ce qui est intéressant pour les investisseurs. Très bien, merci. Justement, une question en relation un peu avec ce que disait mon confrère tout à l'heure, concernant les perspectives jusqu'à 2030. Est-ce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur la géopolitique, vous ne voyez pas de risque qui viendrait un peu enfreindre votre scénario principal et ces fameux 6% de croissance à terme? Bien sûr, évidemment, le risque géopolitique n'est pas un risque à écarter, c'est un risque qui est là, qui a toujours été là, et qui risque d'impacter, qui pourrait impacter l'ensemble de l'économie mondiale. C'est pas juste nous. Donc effectivement, c'est un risque qu'on prend en considération. Après, on ne le mettra pas en scénario central pour la simple raison qu'on n'a pas la main dessus. Donc, dépendamment des évolutions, effectivement, des différentes tensions, on pourra réajuster, on va dire, nos scénarios de croissance selon l'évolution de la situation à l'international. Après, encore une fois, on a réussi à passer quand même 2 crises majeures. On n'est pas les seuls exposés, on a toute la Terre qui est exposée à ça. On va essayer d'être optimiste en disant que ça va s'arranger. Voilà. Très bien. J'ai le micro, hein, j'en profite en attendant. De manière très terre-à-terre, on a eu beaucoup d'annonces en octobre, notamment autour de la Coupe du Monde. Vous nous avez présenté des chiffres vraiment très impressionnants à horizon 2030. À partir de quand on va vraiment commencer à voir ces chiffres-là dans la croissance, en se disant telle année on a fait, je ne sais pas, 5%, 4,5% de croissance et commencer à vraiment toucher de la main les chiffres? Alors après, selon nous, encore une fois, c'est que
déjà, il faut qu'on opérationnalise tout ce dont ça a été parlé. Il faut qu'on lance tout ce qui a déjà été lancé. Donc c'est clair que les 4 premières années vont être des années de semences et qu'on ne pourra commencer à récolter de façon effective l'ensemble des efforts fournis par l'ensemble justement des acteurs économiques, par le gouvernement, etc., qu'à partir peut-être de 2028-2029 et peut-être encore une fois atteindre une vitesse de croisière donnée par les propulseurs de l'avion à partir de 2030 jusqu'à 2035. Un commentaire sur le chiffre du chômage, très inquiétant. Effectivement, le chiffre du chômage est à 13,7%. Encore une fois, c'est un point qui est important à relever, c'est que la campagne agricole, ou l'agriculture de façon générale au Maroc, c'est 10%, certes du PIB, mais c'est presque 50% des emplois. Donc effectivement, actuellement, on est quand même très exposé aux aléas climatiques et par conséquent, notre force vive. Après, encore une fois, c'est un chiffre qui peut... qui à prendre avec des pincettes, vu qu'il comprend, je donne un exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des NEET, c'est les personnes employées, éduquées, non employées, non éduquées et non formées qui ont entre 14 et 25 ans et qui n'ont pas de perspective de travail. Et qu'en général, ils constituent à peu près 1,5 million de la population. C'est également une partie, en partie due effectivement à peut-être des lacunes et de grosses lacunes qu'on a en termes d'éducation et que j'espère qu'on arrivera à recouvrer, mais également on a une autre partie de la population qui sont ce qu'on appelle des chômeurs volontaires. Parmi ces 1,5 million, qui peuvent être des femmes au foyer, qui peuvent être des personnes qui n'ont pas spécialement envie de se mettre de façon active. Donc c'est effectivement à prendre avec des pincettes. 13,7, c'est impressionnant, c'est boosté en période de fort aléa climatique, de mauvaise campagne, mais encore une fois à recadrer et à remettre dans le contexte. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être une précision, sinon fait tout à l'heure dans la présentation, vous n'avez pas parlé d'un chiffre ou alors je l'ai raté. C'est le poids du BTP et de l'infrastructure, donc les sujets d'actualité pour nous aujourd'hui, dans la consommation du ciment versus la consommation directe des ménages. D'accord. Alors en fait, pour l'infrastructure en général, elle représente à peu près 80%. À peu près, pardon, c'est pas 80%, à peu près 70% de la consommation globale du ciment. Et j'ai inversé un peu les chiffres, pardon, je m'excuse. Alors en fait, le BTP représente à peu près 30% de la consommation globale du ciment et le logement représente à peu près 70% de consommation globale. Donc le poids du logement, il est important dans le développement du secteur BTP et aussi dans la consommation du ciment. Le logement beaucoup plus important. Bien sûr, 70% contre 30% pour le BTP. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, allez-y. Oui. Poser une question sur le ciment, s'il vous plaît, je ne sais pas si j'ai loupé ça pendant votre présentation, mais déjà, est-ce que vous avez une idée de comment se présentent les cours? Parce qu'ils sont assez à la hausse ces 2 dernières années. Merci. Les cours du ciment sont à la hausse ces 2 dernières années. Et en plus, le pouvoir d'achat des ménages est en souffrance aussi. Est-ce que vous pensez que ces 70% sur le logement, est-ce que ça va changer? Parce qu'on a quand même beaucoup de grands projets d'infrastructure qui arrivent sur les prochaines années. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un recul sur le logement? Est-ce que les proportions vont changer? Et quelles sont vos attentes vis-à-vis du cours du ciment, justement, à l'horizon 2030? Même si c'est très difficile d'évaluer à cet horizon, je le sais. Merci. Alors en fait, pour les ventes de ciment, effectivement, sont principalement dominées par les logements qui représentent à peu près 70%. Et avec les chantiers qui ont été lancés par le Royaume durant les prochaines années, la part du BTP infrastructure va gagner un peu de part de marché. Peut-être qu'il va passer à un niveau de 40-60. Et aussi pour la hausse des prix des matières premières, effectivement, on a constaté une hausse très significative à cause de la crise inflationniste qui a contribué à une baisse du pouvoir d'achat et aussi une hausse des charges pour les cimenteries.
Pour la hausse des matières premières, on a quand même ressenti un peu une baisse des prix des matières premières durant les 6 derniers mois, la baisse de prix de Pitcock, ou c'est la baisse de prix de l'énergie en général, notamment le prix de l'électricité ou c'est le prix de pétrole. Et pour l'énergie, les deux s'est montré, ils font le mieux pour réduire quand même la part de l'énergie fossile dans la production globale du ciment. Et pour partager avec vous quelques chiffres, Lafarge Holcim, il utilise 85% de l'électricité ou bien de son électricité à partir de l'énergie renouvelable, ce qui est énorme, ce qui va contribuer en fait dans la baisse de la charge globale de l'entreprise et qui va augmenter quand même les marges de l'entreprise aussi. Allez-y, monsieur, question derrière. Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport à la croissance et les investissements dans les secteurs industriels et les nouveaux secteurs en fait, du Maroc. Pourquoi on ne ressent pas l'impact des chiffres que représente aujourd'hui, par exemple, l'industrie automobile et aéronautique sur la croissance? Ces secteurs affichent des chiffres records, notamment l'automobile, mais en termes de croissance, on dépend toujours de l'agriculture qui représente 10 à 15% du PIB. Moi, je ne comprends pas, sincèrement, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Alors, jusqu'à là, justement, en tout cas, ces 10 dernières années, c'était, on va dire, les années de montée en puissance de ces métiers. Encore une fois, effectivement, les chiffres sont spectaculaires parce qu'ils montaient en puissance. Maintenant, à Aide, on va normalement arriver vers des croissances qui sont peut-être un peu moindres, mais qui sont conséquentes en termes de valeur ajoutée. Donc cette transmission vers la croissance dont vous parlez devrait commencer à se faire à partir de maintenant. Et l'agriculture, en fait, pourquoi on en parle tant et pourquoi il y a un tel impact, c'est que d'une année à l'autre, les variations sont extrêmes. On passe d'un 100 millions de quintaux en 2021 à 27 millions de quintaux. Donc c'est une baisse de presque 75%. Donc si même quelque part les autres moteurs arrivent à driver, ça permet à peine de compenser cette extrême variation et ça nous permet au moins d'avoir nos 2-3% encore. Lorsqu'on pourra résoudre en partie cette problématique d'agriculture, quand les autres métiers auront pris le relais de façon pérenne, on devrait commencer à avoir cette transmission de façon significative en termes de croissance et participer justement aux 6% dont on a parlé. Par rapport à la Coupe du Monde, est-ce que vous avez c'est-à-dire étudié des scénarios de retour sur investissement, les recettes par exemple que peut le Maroc, sachant que le Maroc va justement co-organiser, on ne va pas organiser, on va co-organiser avec l'Espagne et le Portugal, mais avec d'autres pays, par exemple l'Argentine qui vont recevoir donc, les premiers matchs chez eux. Donc on va peut-être accueillir deux poules de la Coupe du Monde, pas plus. Hein. Au final, le plus important, en tout cas pour nous, pour tout ce qui est Coupe du Monde, n'est pas la Coupe du Monde en tant que telle. Parce que si vous devez certainement le savoir, les recettes en tant que telles des matchs ne sont même pas perçues par le pays organisateur. Elles sont perçues par la FIFA. Idem pour les entrées des stades, idem pour les droits de diffusion, etc. Qu'on va vraiment normalement gagner de la Coupe du Monde, c'est ce que j'ai dit durant la présentation, c'est cet effet de catalyseur. Ça va juste permettre d'accélérer et de nous mettre une deadline. En gros, il faut qu'on soit prêt pour 2030. Et normalement, c'est ça les vraies retombées de la Coupe du Monde. C'est vraiment l'ensemble de ces infrastructures, l'ensemble du démarrage du moteur de l'avion que va nous permettre la Coupe du Monde en nous donnant une échéance claire. Et également, comme je l'ai dit, les retombées en termes de visibilité à l'international, plus que l'organisation en tant que telle. Je vais donner juste quelques exemples d'organisation. Alors si on voit l'Espagne, Coupe du Monde 80, alors je m'adresse aux fans de foot, c'est 82, c'est bien ça.
effectivement, on a eu une augmentation spectaculaire du PIB, mais cette fois-ci, elle était due à autre chose, c'était plutôt l'intégration dans l'Union européenne. Si on parle de la Coupe du Monde, cette fois-ci du Brésil. Alors, dites-moi, c'est 2016, c'est bien ça, 2014. Excusez-moi, je ne suis pas une fan de foot, je connais mes chiffres, mais je ne connais pas mes dates. Alors, 2014, ça a été un gouffre spectaculaire pour le Brésil, parce que, justement, on avait des problèmes de corruption, etc. Ensuite, si on prend la dernière Coupe du Monde 2022, cette fois je l'ai eue, alors pour le Qatar, c'était des chiffres hors normes, on était de l'ordre de 15, 20, 30 fois le budget normalement attribué à une Coupe du Monde. Et dans ce cas-là, encore une fois, ce n'est pas des chiffres significatifs. Mais le plus important dans l'organisation de la Coupe du Monde, encore une fois, et j'insiste, en tout cas pour nous, c'est vraiment l'effet et le rôle de catalyseur, c'est le rôle de locomotive, plus que les retombées directes des 30 jours où on va recevoir des visiteurs internationaux. Dernière question, si vous permettez. Vous prévoyez c'est-à-dire il y a un risque grandissant pour le retour de l'inflation, notamment avec la décompensation, et c'est un risque très sérieux. Mais en même temps, vous tablez sur un assouplissement de la politique monétaire au deuxième semestre. Oui. Alors là, déjà, on ne connaît pas les vrais effets de la décompensation. Encore une fois, c'est une décompensation partielle. C'est des décompensations qu'on a déjà fait par le passé et dont on a globalement réussi à juguler l'inflation. Donc ça, d'une part. Et par rapport à l'assouplissement de la politique monétaire, après le 5e statu quo, après justement un resserrement drastique de la politique monétaire, au bout d'un moment, il faut arrêter. Au bout d'un moment, on risque d'asphyxier l'économie si on continue. Donc normalement, même s'il y a ce risque d'inflation, à moins que vraiment on se rende compte que dans l'économie réelle, il y a une réelle problématique et que cette décompensation fait flamber complètement l'inflation, on devrait repartir vers un assouplissement de la politique monétaire d'ici fin 2024 a priori, et c'est plus ou moins en ligne avec ce qu'annoncent les différentes banques centrales à l'international. Étrangères, même si on n'est pas aligné avec eux, chacun prend ses décisions de façon autonome, mais globalement, c'est la même réflexion. Le resserrement, bien sûr. Non, je parle d'assouplissement de la politique monétaire, à partir de 2024, fin 2024. Donc on va repartir vers les taux à la baisse. Après presque 3 années de resserrement, 2022-2024, 2 années de fort resserrement monétaire. Je ne sais pas, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Oui, merci. Écoutez, merci beaucoup Sino Felawrar, merci beaucoup Dounia Filali pour vos réponses, pour votre disponibilité. Merci à la salle, on vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle conférence, cette fois-ci en format webinaire. Vous trouverez toutes les informations sur les réseaux sociaux de la Bourse de Casablanca et je vous dis à la prochaine. Merci à tous. Merci.